Bienvenue dans ce 9e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Toutes les 2 semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdy. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre en quelques minutes les grandes questions abordées pendant le dernier live. C'est donc aujourd'hui avec notre vétérinaire Cyril que nous allons reparler du développement et de la protection de la masse musculaire du cheval. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. Peux-tu nous rappeler rapidement les nutriments nécessaires au bon développement musculaire du cheval ? Alors, pour assurer un bon développement musculaire donc chez le cheval, et même de manière générale chez l'être humain également, on pense en premier lieu aux protéines. Et donc, chez le cheval, on fera attention à apporter des protéines qui sont bien pourvues en lysine. La lysine étant l'acide aminé limitant, c'est-à-dire l'acide aminé dont le cheval a besoin en premier lieu pour synthétiser ses protéines, et notamment ses protéines musculaires. En plus des protéines, on pensera également à apporter suffisamment d'énergie pour que le cheval puisse déjà évite de mobiliser ses muscles pour produire de l'énergie, puisque les protéines peuvent représenter une source énergétique en cas de déficit énergétique. Voilà. Et ensuite, pour finir et protéger les muscles, le système musculaire, eh bien, on veillera également à apporter donc des antioxydants, parmi lesquels donc la vitamine E et le sélénium sont on va dire les principaux nutriments intéressants pour ce faire. Ok, super. Donc, assurer les besoins énergétiques du cheval et ensuite s'assurer qu'il y a une bonne couverture en protéines et en acides aminés essentiels et notamment en lysine. Et à partir de là, est-ce que tu pourrais nous donner une ration type, peut-être pour un poulain, pour un cheval athlète et pour une poulinière, pour assurer la couverture de ces besoins-là ? Alors oui, déjà, quel que soit le type de cheval, il faut avant tout, étant donné que le cheval est un herbivore, s'intéresser au foin, enfin au fourrage et en général au foin. L'herbe contient également des protéines, mais c'est plus difficile en général de l'analyser. Le foin reste est la base de l'alimentation des chevaux, et donc il est très important de connaître sa teneur en protéines, sachant que en fonction des fourrages, cette valeur peut varier du simple au double facilement. On peut aller de 6% de protéines sur la matière sèche à 12% ou plus. Donc c'est très important. Est-ce que tu peux nous donner une valeur à partir de laquelle on peut considérer que le taux de protéines du foin est un bon taux ? En général, on va viser entre 8 et 10% sur la matière sèche de protéines. Là, on est sur des points qui sont, on va dire, standards et qui sont corrects et bien pourvus en protéines. Donc, une fois qu'on connaît la valeur de son foin, et bien derrière, on va, en fonction du cheval, apporter une alimentation concentrée. Alors, pour le poulain, on fera attention donc, aux excès énergétiques, ça c'est sûr, et on apportera un aliment qui sera relativement qui sera bien pourvu en protéines, autour de 16 à 18% de protéines de qualité. Alors sur les aliments concentrés, on est plus sur une base soja, qui est une protéine, quand elle est bien produite, d'un point de vue, on va dire, environnemental, que les cultures sont faites dans de bonnes conditions, et notamment quand on travaille du soja français, eh bien, le soja est, de mon point de vue, la protéine végétale de choix, de par son rapport qualité-prix, et également sa composition en acides aminés, notamment sa teneur en lysine. Ce qu'il faut pour essayer d'évaluer la qualité protéique d'un aliment concentré, eh bien, il faut regarder la composition, et puis essayer d'avoir comme ça une idée de ce que contiennent les ingrédients. Alors par exemple, un tourteau de soja sera supérieur en termes d'apport en lysine par rapport à un tourteau de tournesol, par exemple, très supérieur. Donc ne pas s'arrêter au taux de protéines, mais aller regarder la source également. Ça veut rien dire, parce que comme je le disais, le son de blé, qui pourtant, on a l'impression qu'il ne contient pas grand-chose, contient quand même 15% de protéines, mais une protéine de qualité très médiocre, et sur laquelle, personnellement, je ne compte pas pour apporter de la lysine à des poulains en croissance, par exemple. Voilà. Et donc, pour le poulain en croissance, donc, comme je vous disais, donc 16 à 18% de protéines, donc sur une base soja. Ensuite, sur un cheval adulte qui travaille de manière plus ou moins intense, en général, on travaille avec des aliments concentrés qui font de l'ordre de 12% de protéines, même si cette valeur est, on va dire, un petit peu artificielle, puisqu'il faut considérer la quantité distribuée quotidiennement. Pour les chevaux, par exemple, qui couvrent leurs besoins énergétiques en ingérant du fourrage, eh bien, on pourra être amené à apporter soit un aliment type céréales free qui va faire autour de 20% de protéines, mais on n'en apportera que 1 kg par jour, voire on pourra apporter un supplément type Myostimule qui lui contient 45% de protéines, et on l'apportera à hauteur de 100 à 200 grammes par jour. Voilà, en plus de minéraux, et
d'oligo-éléments et de vitamines pour le myostimule, alors que dans le céréal free, les oligo-éléments et vitamines sont apportés au sein de l'aliment. Et pour les chevaux qui travaillent, qui font de la compétition, par exemple, là, on sera sur des aliments type adulte ou adulte énergie, qui font 11 à 12% de protéines en théorie, quand on associe ces aliments dans des quantités, les quantités recommandées, hein, un cheval de compétition, même, on est autour de 3 kilos par jour, associé à un foin de qualité donc correct, hein, qui contient 8 à 10% de protéines sur la matière sèche, eh bien, on couvrira de manière satisfaisante les besoins journaliers en protéines et notamment en lysine du cheval à l'effort. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu estimes ou juges du bon état musculaire, de la musculature du cheval? Alors effectivement, bonne question, puisqu'il faut bien différencier l'état musculaire de l'état corporel, c'est-à-dire de l'état d'engraissement. Moi, en pratique, je regarde en premier lieu le dos, la ligne du dos. Voilà, donc l'encolure également, le plat de l'encolure. Donc la ligne du dos, en général, donc on s'attend à avoir une ligne du dos qui est bien remplie, en tout cas qui va être plutôt convexe au niveau de donc bombée légèrement au niveau de la zone lombaire, hein, au niveau des lombaires. Et on sera au niveau thoracique et garrot plutôt sur une ligne du dos qui va être plane et, qui peut être légèrement concave au niveau du garrot sur des chevaux âgés de grande taille, mais qui reste dans une proportion raisonnable. Donc une ligne du dos bien fournie, en tout cas bien pourvue en muscles, une encolure qui n'est pas concave, donc creusée également, et puis une arrière-main bien musclée. Alors la croupe, on fait attention sur la partie donc supérieure, donc au niveau de la croupe, puisqu'on a sur les chevaux qui ont un état d'engraissement assez marqué, on a un stockage, on a des masses graisseuses qui peuvent se trouver à ce niveau-là. Et donc, ça peut venir, les masses graisseuses, étant donné qu'elles enrobent les masses musculaires, on peut avoir finalement une zone qui est artificiellement, en tout cas qui présente qui est bien bombée sur des chevaux qui sont bien au niveau de l'arrière-main, sauf qu'on n'est pas forcément capable de dire si c'est du muscle ou du gras. Et puis aussi, l'autre point important pour essayer de différencier et de faire la part des choses entre l'état d'engraissement et l'état musculaire, je regarde toujours la couverture graisseuse, donc au niveau des côtes notamment. On n'a pas de muscles, en tout cas les muscles sont surtout intercostaux. Quand on a un cheval qui est bien couvert au niveau des côtes, on peut supposer que l'état d'engraissement est marqué en tout cas, quand on a du mal à sentir les côtes par exemple. Voilà, pour évaluer l'état musculaire. Le ventre aussi, la sangle abdominale, puisqu'un cheval qui est ventru, étant donné que le ventre là, est tenu par une sangle abdominale qui se compose de 3 couches musculaires. Quand on a un cheval qui a un ventre distendu, on peut également supposer que les apports protéiques sont insuffisants et en tout cas que la musculature abdominale est insuffisante. Alors, c'est pas la seule explication. On peut aussi après avoir une alimentation et notamment un fourrage qui contient des fibres grossières. Mais c'est un autre point d'évaluation. Donc, la ligne du dos, l'encolure, la sangle abdominale, qui, pour moi, ce sont les points essentiels quand j'essaie d'évaluer la musculature d'un cheval. Ok, merci. Et du coup, comment faire pour favoriser la reprise de muscles chez un cheval qui présente une amyotrophie? Est-ce que il faut différencier les cas si tu as un cheval qui manque d'état, un cheval qui a été temporairement arrêté et qui va reprendre une activité, un vieux cheval? Comment on gère Alors, effectivement, tous ces différents cas? on va regarder aussi bien l'état musculaire que l'état d'engraissement. Donc, si on a un cheval qui est globalement donc amaigri, c'est-à-dire avec les côtes apparentes, une musculature dorsale insuffisante, on a deux façons de faire. Si on a du temps et un bon foin, on part sur une alimentation classique, type adulte énergie. Voilà, on peut ajouter de la flore et de l'huile pour l'état d'engraissement. Et voilà, si on veut améliorer les choses au niveau musculaire, on peut ajouter du myostimule, par exemple, pour renforcer les apports protéiques. L'autre approche est de partir directement sur un aliment protéiné, type aliment breeding. Et là, on pourra aussi y associer de l'huile et de la flore, donc des probiotiques, pour favoriser la reprise musculaire et en même temps la reprise de masse graisseuse, donc de retrouver un état d'engraissement qui est satisfaisant. D'accord, donc d'abord vérifier l'état d'engraissement du cheval et ensuite, si la ration qu'il reçoit est déjà équilibrée, à ce moment-là, ajouter un complément comme le myostimule ou partir sur un aliment comme le breeding plus riche en protéines. Voilà, en plus d'un travail adapté, pour bien sûr, puisque bon, l'alimentation est bien sûr primordiale, mais en plus de ça, il faut bien sûr mettre en place un programme d'exercice physique et puis de remise au travail qui est adapté, qui correspond aussi bien
à l'état musculaire du cheval, mais également à son état de préparation au niveau cardio-respiratoire notamment et puis articulaire. Et pour le vieux cheval, est-ce qu'il y a des cas différenciés en fonction, il me semble, s'il mange correctement son foin ou pas? Comment est-ce qu'on le gère? Comment gère-t-on le vieux cheval qui a du mal à maintenir une musculature correcte? Après 15 ans et encore plus après 20 ans, on a finalement le muscle, en tout cas la musculature du cheval est renouvelée perpétuellement. On a une synthèse avec une destruction de muscles. On a quelque chose qui est mobile, hein, qui est évolutif. Et donc chez le vieux cheval, on a une particularité, c'est-à-dire que la destruction, si on peut parler comme ça, le catabolisme en tout cas, est plus efficace, plus rapide que la synthèse, la production, qu'on appelle encore anabolisme. Donc on a une rupture d'équilibre plutôt en faveur de la destruction. Donc on a des chevaux qui ont plus de difficultés à se maintenir dans un état musculaire satisfaisant. Et donc pour les aider et les soutenir au quotidien, moi je recommande de choisir une alimentation qui est bien pourvue en protéines, donc plutôt effectivement le breeding, à condition, comme tu l'as dit, que le vieux cheval est capable d'ingérer suffisamment de fibres, parce que ça c'est une autre problématique qu'on a chez le vieux cheval et qui va concerner l'état de ses tables dentaires. Sur des chevaux qui sont vraiment très âgés, qui ont des tables dentaires qui sont usées, eh bien, quand les chevaux ne sont pas capables d'ingérer suffisamment de fibres, ça c'est vraiment primordial pour entretenir la flore digestive du cheval. Et bien là, on partira plus sur un aliment qui va être bien pourvu en cellulose et donc en fibres. Et on ajoutera, si besoin, en fonction de l'état musculaire du cheval, par exemple du myostibule qui lui va apporter les protéines de manière isolée. Ça permettra de corriger l'aliment tout en apportant des fibres dans cet aliment, fibres énergie par exemple. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure des antioxydants pour protéger les muscles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça c'est effectivement fondamental chez le cheval athlète dans la protection du muscle, hein, puisque tout effort musculaire représente un stress pour l'organisme et particulièrement pour le muscle. Et donc, pour prévenir au maximum les troubles musculaires et notamment donc, la libération d'enzymes musculaires qu'on peut doser, hein, donc les azates et les CK dans le sang, également pour favoriser une bonne récupération visuellement. Alors, un cheval avait moins courbaturé, etc. Bien, il est clair qu'il est très fortement recommandé d'apporter des antioxydants. Alors, parmi ces antioxydants, les plus connus sont la vitamine E et le sélénium. Alors, si on doit un petit peu rentrer dans les détails, moi, je vous recommanderais pour les chevaux qui effectuent des efforts très soutenus, notamment pour préparer des compétitions, donc d'apporter du sélénium organique, donc de la sélénométhionine, par exemple, qu'on apporte dans tous nos aliments et nos compléments. Et pour la vitamine E, on peut tout à fait utiliser la forme synthétique, hein, qui est une forme qui est tout à fait qui est correcte et dont l'efficacité est démontrée pour couvrir les besoins quotidiens classiques, donc de l'ordre de 1 à 2 grammes par jour. Par contre, au-delà de ça, moi je conseille de se tourner plus sur de la vitamine E naturelle protégée, celle qu'on propose dans la E naturelle notamment, dans le supplément E naturel. C'était très, très intéressante pour apporter la vitamine E supplémentaire qui est recommandée chez les chevaux qui produisent des efforts importants. Dans ce cas, on peut aller jusqu'à 4000 UI par jour, par exemple, 4-5 000 UI par jour. Et des études ont démontré que c'était très intéressant pour limiter la libération d'enzymes donc dans le sang, donc d'azote et de CK. Et également, cela permettait d'améliorer, et en tout cas d'améliorer l'amplitude des chevaux à l'effort, et donc de finalement favoriser la protection musculaire et également, si on extrapole un petit peu, d'améliorer la souplesse musculaire chez le cheval athlète. Donc ça, c'est intéressant et je vous recommande vivement. Alors, en général, en pratique, à minima, on recommande de démarrer une supplémentation en E naturelle 7 jours avant une compétition et de poursuivre cette supplémentation 3 jours après l'événement et sur les doses pour un cheval de 500 kg qui reçoit par ailleurs au quotidien 2 à 3 mg de sélénium organique et 2 grammes environ de vitamine E de synthèse. Je recommande 20 à 25 ml, voire jusqu'à 30 ml en fonction après de la ration. Donc, couvrir les besoins quotidiens en vitamine E et en sélénium, et avec la ration, enfin avec l'aliment concentré, ou éventuellement avec un complément comme le E-sélénium, et pour encadrer une compétition importante, complémenter le cheval avec de la vitamine E sous forme naturelle.
Exactement. Et après, il existe d'autres antioxydants comme la vitamine C qui est intéressante pour recycler la vitamine E dans l'organisme. Donc, on peut en apporter même si le cheval est capable d'en synthétiser au niveau de son foie. Et puis après, il existe d'autres antioxydants, notamment les extrêmes de melons, de fruits, qui peuvent être riches en antioxydants naturels, notamment. Et lors du live d'hier, il me semble que tu avais parlé des oméga 3 aussi pour la souplesse musculaire. Oui, effectivement, bonne remarque. Les oméga 3 sont également intéressants puisque ce sont des acides gras essentiels qui vont s'insérer dans les membranes et notamment les membranes musculaires et également des globules rouges. Alors, en fait, en s'insérant dans les membranes, ils vont améliorer la fluidité de ces dernières et donc potentiellement limiter les lésions au niveau musculaire. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, il faut être patient puisque pour finalement obtenir une bonne insertion de ces oméga 3 dans les membranes, en général, on considère 2 à 3 mois. Mais ça peut être intéressant d'un point de vue diététique dans la ration quotidienne d'apporter des matières grasses qui sont bien pourvues en oméga 3, ce qui est le cas avec nos aliments puisqu'ils sont labellisés bleu blanc cœur. Et vous prenez par exemple un aliment comme le spécifique, eh bien ce dernier apporte plus de 30 grammes d'oméga 3 par kilo, ce qui est conséquent, hein, et qui de mon point de vue est très intéressant également pour la sphère musculaire en plus de l'immunité, etc. Extra, merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bien non, rappelez juste que je vous conseille en premier lieu d'analyser votre foin, de savoir ce que vous apportez avec votre foin, puisque dans la grande majorité des cas, le fourrage représente plus de 3/4 de la ration du cheval. Ça, c'est vraiment très très important de savoir ce que votre foin apporte. Et puis après ça, vous pouvez nous contacter si vraiment vous avez des questions. Mais après, il faut apporter la ration complémentaire qui va bien, qui va apporter la lysine manquante, etc. Et l'ensemble des acides aminés d'ailleurs essentiels. Il y en a 9 en tout, c'est ça? Oui, c'est ça, il y en a 9. Après, voilà, sans rentrer dans les détails, mais c'est ça, 9. Chez le cheval, en général, donc c'est lysine, après tréoline. Pour le développement musculaire, on parle également assez souvent de la leucine, etc. Mais bon, globalement, choisir des bonnes sources protéiques, le soja, de mon point de vue, est intéressant. On peut également avoir recours à de la protéine de pomme de terre, à de la protéine de lait, notamment chez les jeunes. Donc voilà, il faut essayer de garder une approche qualitative, pas trop rentrer dans les chiffres. Après, sauf si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Mais en abordant ça de cette manière, en théorie, on arrive à bien faire les choses. Et puis, voilà, en dernier lieu, ce qu'il faut, c'est regarder l'état de son cheval, l'état musculaire, de faire le rapprochement avec le travail qu'il effectue. Parce qu'on peut aussi améliorer les choses d'un point de vue travail. Moi, je ne suis pas coach sportif, mais il y a toujours moyen d'affiner les choses. Donc voilà, globalement, c'est cette approche qu'on conseille et qu'on fait au quotidien et qui réussit plutôt bien au choix de nos clients. Extra, merci Cyril. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mardi 25 mai pour un nouveau live dans lequel nous parlerons d'ulcère gastrique. À bientôt!